Mathilde. Bonjour. Voilà, donc en fait, dans le cadre de la Biennale 2021, donc, qui a pour thème les femmes dans l'histoire, nous recevons donc Madame Ophélie Latil, qui est présidente de l'association Georgette Sand, ou entre parenthèses, faut-il s'appeler Georges pour être pris au sérieux. Donc vous êtes présidente et cofondatrice de cette association qui milite, si on peut dire, qui valorise la visibilité des femmes dans l'espace public depuis 2013. Je n'ai pas dit de bêtises. Vous me reprenez, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, Madame Latil va nous proposer une conférence sur l'invisibilisation, excusez-moi, et diabolisation des femmes de pouvoir, regard croisé entre la France et le Japon. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et puis, si on a des questions, ben, on viendra après. Voilà, après votre exposé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je ne répète pas ma présentation. Je voulais juste rajouter donc que j'interviens dans le cadre donc de l'association Georgette Sand parce qu'on a beaucoup travaillé sur les mécanismes qui faisaient que les femmes avaient une présence diminuée dans l'espace public et qu'à ce titre, nous avons fait des campagnes qui s'appelaient Invisibiliser, où on essayait de retrouver en fait quelles étaient les femmes qui auraient pu être connues, reconnues et valorisées dans le patrimoine et qui ne l'étaient pas. Donc, on travaille à cette notion un peu de matrimoine qui nous semblait assez pertinente. Et donc, nous avons écrit cet ouvrage qui s'appelle Ni vu ni connu, que je vous mets ici, donc que vous voyez ici. Donc, ça, c'est la version pocket. Il y a une version en grand format, mais ça, c'est la version pocket que vous trouvez dans toutes les librairies et dans lequel on explique non pas comment les femmes sont incroyables, mais plutôt quel est le processus qui fait que les femmes disparaissent à travers l'histoire. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de l'invisibilisation en général, mais également avoir un point tout particulier sur les mécanismes de diabolisation et donc en parlant aussi très particulièrement du fait que entre la France et le Japon, même si quand on parle d'invisibilisation, on parle d'une invisibilisation qui a lieu à toutes les époques, sur tous les continents, on a en général tendance à avoir des différences très, très précises dans la manière dont la diabolisation est mise en place. Je vais partager une présentation dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui. Donc, le regard croisé France-Japon sur les mécanismes d'invisibilisation, c'est quoi ? C'est le fait que, donc l'invisibilisation, c'est quoi? Pour commencer, l'invisibilisation, déjà, c'est, par exemple, si je vous demande de me citer un écrivain classique, un compositeur classique, alors, excusez-moi, je m'arrête immédiatement parce que je vois que ma présentation part toute seule. Et donc, j'essaie de la couper parce que, évidemment, je ne veux pas qu'elle parte toute seule. J'ai beaucoup trop de choses à dire avant. Vous voyez, les joies du numérique. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai désactivé le mode automatique. Vous voyez, je ne vois pas en fait mon écran. Non, pardon. Excusez-moi. Je suis en plein écran? Oui. Là, j'ai enlevé, j'ai désactivé, c'est ça le. Vous avez pas supprimé, mais vous avez ôté la présentation. D'accord. Alors attendez, j'essaie de me remettre. Les joies du direct, comme on dirait à la télé. Ce sont les joies du direct, mais c'est pas grave, on s'adapte. Donc du coup, pendant que j'essaie de refaire ça, je vous explique. Et donc, qu'est-ce qui fait que les femmes en fait disparaissent? C'est notamment si je vous pose la question. Citez-moi un écrivain engagé, citez-moi un mathématicien engagé, citez-moi un compositeur classique. En général, vous allez avoir des difficultés à me citer autre chose que Mozart ou Victor Hugo. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière différenciée. Déjà, quand je vous demande déjà écrivain ou compositeur, vous pensez plus facilement écrivain masculin ou compositeur masculin, mais aussi parce que les femmes en général sont moins présentes dans la mémoire. Alors attendez, je vous reprends. Mais donc, décidément, je ne suis pas bonne moi. Vous m'entendez là? Oui, très bien. On vous voit. En fait, votre écran est... j'ai baissé votre écran, excusez-moi. Bam. Voilà, ça bug. Excusez-moi, hein, je reviens tout de suite. Non, mais je vous en prie. Voilà, partage. Là, c'est bon, j'ai à nouveau le grand format avec le petit écran. Donc, je vous disais donc la même chose. Si je vous demande de me citer, vous voyez bien l'écran là, hein? Oui, mais en fait, il n'est pas à plein écran, votre PowerPoint. Oui, je ne le mets pas en plein écran parce que sinon, il part tout seul. Je suis navrée pour le problème technique.
Mais donc, voilà, de toute façon, moi, c'est pour le fil conducteur. Vous aurez des jolies images, mais de toute façon, ce qui est à l'écran, c'est moi qui le dis. Donc, concrètement, si on cite une écrivaine engagée du 19e siècle, vous allez avoir du mal à me citer, par exemple, George Sand. Si je vous demande de me citer une compositrice classique, vous allez me citer Mozart, mais vous n'allez pas me citer sa sœur. Et si je vous demande une mathématicienne, vous allez plus facilement me citer Pythagore que Hypatie. C'est bien dommage parce que ça implique en fait des mécanismes. Ce n'est pas par méconnaissance de votre part, c'est souvent parce qu'il y a eu des mécanismes d'invisibilisation qui ont pour conséquence que les femmes sont absentes des manuels scolaires, 2% des noms de rue, invisibles dans le patrimoine. Donc il n'y a pas, par exemple, il n'y a que 9 noms de musées en France qui ont un nom de femme. Elles sont absentes des œuvres culturelles en général, ou pas citées, ou alors vues comme muses. Vous savez, Marie Laurencin est la muse de Guillaume Apollinaire, ou Berthe Morisot est la muse de son mari. Et le problème, c'est que du coup, en étant absentes de toute représentation du pouvoir et du savoir, elles sont donc, en étant aussi très sexualisées, elles sont des allégories, elles sont des statues allégoriques, la République, la paix, l'abondance, mais elles ne sont jamais représentées ou très rarement. Et donc, elles sont de ce fait victimes de ce processus que l'on appelle l'invisibilisation. Donc, comme l'explique l'historienne Michèle Perrault, qui a fait la préface d'ailleurs de notre livre, il y a l'histoire et il y a le récit de l'histoire. Le récit de l'histoire, c'est celui qui peut, à un moment, confisquer la présence d'un groupe, et notamment la présence des femmes dans l'histoire, en les plaçant au second plan, dans un rôle de spectatrice. Du coup, leurs exploits sont minimisés, sont dévalorisés, ou entre guillemets, ils vont être minorés, on va estimer que leur rapport au patrimoine est moins important, et donc leur présence, évidemment, quand on veut valoriser les gens qui ont compté dans l'espace public, elles vont être moins présentes. On va davantage remettre en question leur présence dans la valorisation dans l'espace public. Sauf que quand on rend moins visibles et moins glorieuses les femmes dans l'espace public, ça a aussi un impact sur les femmes en général. Et donc, du coup, la question des femmes dans l'espace public se questionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes dans les noms de rue, mais est-ce que l'espace public est plus tranquille pour les femmes ou pour les hommes ? On sait tous que l'espace public est plus tranquille pour les hommes que pour les femmes, et ça a aussi un impact avec le fait qu'on dit que l'espace public appartient aux hommes. Les hommes seraient à l'extérieur, ils seraient donc dans toute la gloire et de toute la majesté du récit que l'on peut faire d'une histoire, alors que les femmes seraient cantonnées au rôle de cantinières, elles seraient derrière le conjoint, elles seraient derrière l'histoire, ce seraient les cantinières dans les tranchées, mais jamais celles qui sont au premier rang. Ce qui est bien dommage, puisque bien sûr, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Parce que, évidemment, quand on se penche sur la notion d'invisibilisation, on se rend compte que à toutes les époques, sur tous les continents, les femmes ont disparu, toujours selon les mêmes mécanismes. Avec bien sûr des variantes, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui un parallèle France-Japon, mais concrètement avec des petites variantes. Et donc, par exemple, on va voir le rôle de la religion ou de l'État. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de comprendre en quoi ces mécanismes se reproduisent. Donc là, aujourd'hui, on est sur une conférence qui est historique, donc on essaie de voir les mécanismes historiques qui ont fait ça. Ce qui est intéressant, bien sûr, toujours, c'est de ne pas voir ça comme un mécanisme figé, mais bien sûr d'identifier ce problème-là comme quelque chose qui a un impact aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de diabolisation, et ça, je vais peut-être me répéter d'ailleurs, je vais le dire au moins 2 fois, mais concrètement, la diabolisation a un impact, par exemple, aujourd'hui sur la diabolisation des jeunes filles dans les espaces scolaires et donc du coup sur le harcèlement scolaire. Parce que quand on diabolise et qu'on sexualise les jeunes femmes, pour les discréditer, il y a un moment, ça a un impact sur le harcèlement scolaire et donc l'accès égal à l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes. Donc, les mécanismes d'invisibilisation. Je ne sais pas si on voit bien là ce magnifique schéma. Donc, vous avez plusieurs mécanismes. Donc, l'État, l'Église, les mécanismes de discrédit, de diabolisation, de minimisation. Vous avez la notion d'autocensure, donc la discrétion, la peur de déplaire, la lutte prioritaire pour la survie économique. Vous avez ce syndrome de l'impostrice qui est très fort. Vous avez donc le rapport à la mémoire des femmes. Donc, je vous dis tout à l'heure, la mémoire des femmes est moindre dans l'espace public. Et donc, du coup, vous avez l'absence de disciples, l'absence d'alliés, le stéréotype de la douceur, la disparition des archives. Vous avez vraiment le rapport à la vie personnelle. La vie personnelle des femmes a un impact sur la plus faible mémoire des femmes dans l'espace public. Donc, vous avez par exemple la vie personnelle avec l'absence de soutien familial, paternel, fraternel, l'absence de le rôle du conjoint qui va rejeter, qui va confiner, qui va spolier. Vous avez évidemment la gestion de la maternité, c'est-à-dire que l'œuvre en fait des femmes va être plus la maternité qu'autre chose. Et aussi, c'est pour les punir du fait qu'elles sont celles qui peuvent avoir la maternité qu'au final, on va s'approprier le pouvoir, le savoir, le corps, et donc enrober tout ça d'un mécanisme de discrédit, ce qui est un peu le propre du travail qu'a fait donc Françoise Héritier, l'anthropologue Françoise Héritier,
pour questionner en fait la notion de différenciation de l'espace, de la place des femmes dans l'espace public. Donc, en détail, je vais prendre évidemment l'exemple de George Sand. Tout à l'heure, on parlait de la place de George Sand, donc qui a un rôle important, c'est-à-dire que nous, notre association, parle de la place de George Sand et du fait qu'il a fallu qu'elle s'appelle George pour être prise au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec George Sand? George Sand, quand on va en classe, en atelier scolaire, mais aussi quand on va à l'université et qu'on demande aux gens qu'est-ce qu'elle a fait George Sand, la plupart des gens nous parlent de leur vie, de sa vie sentimentale. Le premier, le deuxième, le troisième, que je ne vous cite pas aujourd'hui. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, George Sand? Elle s'est émancipée de la tutelle de son mari parce qu'elle a réussi, elle avait une mère un peu chiante. Donc du coup, concrètement, elle s'est émancipée de son mari, de sa mère, en épousant quelqu'un qui a confisqué sa fortune. Elle ne pouvait pas jouir de sa fortune, donc elle est partie à Paris. Et donc, elle était obligée de travailler et d'avoir, notamment de vivre de sa plume. Elle a écrit un premier ouvrage conjointement avec un homme, et donc là, ça passait, et après, elle voulait absolument en écrire un autre, et il lui a dit, écoute, ça suffit, on va arrêter de faire croire que c'est moi qui écris en fait ces histoires-là, je te laisse la place, et donc elle a pris le nom de plume George Sand, et là, elle s'est mise à porter des pantalons, à s'habiller donc en homme, fumer le cigare, et donc c'était extrêmement choquant pour l'époque, elle avait une vie extrêmement libre, elle était tellement libre aussi dans ses écrits, parce qu'on parle souvent de ses romans champêtres, et donc de sa description de la vie rurale, mais en fait, elle était tellement... elle n'a pas écrit ça c'était les écrits un peu en fin de vie quand elle était en exil dans le Berry, parce que concrètement, elle vit des années extrêmement fortes à Paris, elle participe à la Seconde République, elle participe à toute la discussion sur la démocratie, elle est chef de file des socialistes utopistes, elle fait vraiment un travail incroyable sur le plan politique, elle est reconnue par tous les hommes politiques de France et d'Europe, et en fait, elle est tellement reconnue que son œuvre, qui est prolifique, elle écrit l'équivalent de 150 volumes reliés, en fait, va être mise à l'index à l'arrivée du Second Empire. Et là, George Sand est, comme notre ami Victor Hugo, pour le coup, invité à s'exiler gentiment, ce qu'ils font tous les deux, lui vexé à Guernesey, elle vexée dans le Berry. Et en fait, là-bas, elle boude, mais elle continue d'inviter le monde entier à sa table. Donc, toute l'Europe, la Russie vient se presser à sa table et continue de discuter politique et continue de penser à l'après-politique. Mais elle est un peu dérangeante quand même, cette George Sand, parce qu'à sa mort, elle est beaucoup trop puissante. Elle est trop puissante alors qu'elle valorisait l'éducation, le savoir, l'émancipation économique et corporelle des femmes. Et donc, du coup, on préfère raconter que, en fait, c'était une grande amoureuse qui écrivait des romans champêtres. Et donc, on va enlever, en fait, du discours national, de la manière dont on la valorise progressivement. On va enlever toute l'histoire qui raconte, en fait, à quel point cette femme était une immense femme politique. Et donc, du coup, à la fin, quand vous vous retrouvez plus de 100 ans plus tard, donc plus de 100 ans après sa mort, quand on parle de George Sand, on a tendance à ne se rappeler que de ses romans champêtres et de sa vie sentimentale. Et donc, il ne faut pas oublier que l'État a eu un rôle dans le fait de la cantonner à ce rôle d'amoureuse. Pareil avec, à côté, donc, notre amie Joséphine Baker, que vous n'avez quasiment jamais vue, j'en suis presque sûre, avec cet uniforme militaire, parce que Joséphine Baker, on aime bien la cantonner à une figure de danseuse avec une ceinture de banane, alors qu'en réalité, elle a été aviatrice et espionne pendant la guerre. Elle nous a rendu de fiers services, en plus d'être philanthrope et d'être la plus grande star internationale noire, bien avant Beyoncé. Et on oublie souvent de raconter ça, puisqu'on préfère la cantonner à une danse. Un autre rôle important, c'est celui de l'Église. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'Église. Là, je vous ai mis la photo donc, de Hypatie. Hypatie, c'était une astronome et mathématicienne du 5e siècle après Jésus-Christ. Dans le contexte où l'Église d'Orient est en train d'essayer de prendre en fait sa place, notamment sa place politique dans l'échiquier international, il y a un moment, Hypatie, elle gêne. Elle est chef de file d'une école philosophique. Elle écrit des manuels entiers sur les systèmes coniques et elle a même découvert la forme elliptique du système solaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on connaissait le système solaire. On a toujours l'impression que c'est Copernic et Galilée qui l'ont trouvé. Mais en fait, le système solaire était connu, mais on croyait qu'il était rond. Et c'est elle qui découvre qu'il est elliptique. Quelque chose qui est intéressant dans sa disparition à elle. Elle est tuée et massacrée. Bon, ça, c'est pas le plus important, malheureusement pour elle. Et en fait, sa connaissance disparaît. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle meurt, on fait disparaître la connaissance du système solaire. Et ce système solaire, en fait, quand il réapparaît, comme par hasard, on l'attribue à deux hommes, Galilée puis Copernic. Et à chaque fois qu'on dit, mais vous vous rappelez quand même que Hypatie, elle avait découvert. Ils se sont dit, à chaque fois, les gens, vous aviez des scientifiques jusque dans les années 70 pour dire, ah non, mais de toute façon, c'était pas elle, c'était son père, Théon d'Alexandrie. Et on dit, mais non, mais en fait, non, c'était elle. Non, mais c'était son mari. Les gens disent, mais elle s'est jamais mariée. Les gens disent,
Non, mais de toute façon, c'est pas elle en fait qui l'a découvert. Et de toute façon, bon, ok, d'accord, c'est elle qui a découvert, mais c'était pas si important. Et là, on passe de la spoliation à la minimisation du travail qui a été fait. C'est l'effet Mathilda, qu'on va voir un peu plus tard. Un autre rôle important de l'Église, notamment dans la construction européenne, donc là, ce qu'on appelle la construction judéo-chrétienne de la pensée. C'est notamment la notion de binarité qui va être mise en place avec les écrits religieux, et notamment les écrits bibliques. Les écrits bibliques vont mettre en place une légende que nous connaissons tous, c'est notamment cette légende du Jardin d'Éden, où tout le monde se balade tout nu dans le jardin, Adam, Ève, et en fait est très heureux, mais en même temps ne possède pas la connaissance et est très heureux, sans cette ambition d'accéder à la connaissance. Et là, vous remarquez qu'il y a plusieurs personnages, Adam, Ève, le serpent, et que comme par hasard, c'est la faute d'Ève, si en fait, à un moment, Ève se dit un peu, ce serait quand même bien si j'accédais au fruit de la connaissance. Et donc du coup, Ève va accéder au fruit de la connaissance, va inciter Adam à participer. Et donc concrètement, là, ils sont déchus en fait de cet état de félicité et ils se retrouvent en fait sur Terre. Et il faut vraiment comprendre à quel point c'est ancré dans les mœurs aujourd'hui, dans les mœurs de tout le monde, les vôtres et la mienne, le fait que les femmes, dès qu'elles sortent de leur rôle traditionnel d'être dans la sidération, la protection et le soutien de l'être masculin, de leurs conjoints notamment, de leurs enfants, dès qu'elles sortent de ça, elles sont dans un rôle où elles sont en fait mauvaises, elles sont méchantes, elles sont ambitieuses et en fait elles veulent goûter à la connaissance par soif de pouvoir. Vous retenez ça parce que ça c'est très important, je vais en reparler un peu plus tard. Le fait que les femmes du coup sont peu fiables puisqu'en fait dès qu'elles ont un peu d'ambition, elles sortent de leur rôle traditionnel et en fait dès qu'elles en sortent, c'est la catastrophe. Un autre effet d'invisibilisation, c'est l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est de systématiquement discréditer l'importance d'une découverte scientifique dès que c'est une femme qui l'a découverte. C'est-à-dire que vous avez eu le cas plusieurs fois dans l'histoire de femmes qui ont découvert quelque chose, on dit que c'est rien, et en fait, 6 mois plus tard, un homme le découvre, et on va dire que c'est merveilleux. Et ça a été donc théorisé par une certaine scientifique qui s'appelait Mathilda, dont j'ai oublié le nom de famille, excusez-moi. Pour bien comprendre, en fait, sur les femmes scientifiques, la notion de spoliation. C'est-à-dire que là, l'effet Mathilda, c'est minimiser l'apport scientifique, comme tout à l'heure sur Hypatie. Mais vous avez, par exemple, Rosalind Franklin, sur la question du discrédit, qui s'est fait chipper son prix Nobel par 3 scientifiques qui lui ont piqué la double hélice de l'ADN. C'est elle qui a trouvé cette photo. Ils lui ont piqué sa photo et après, ils ont eu le prix Nobel grâce à ça. Elle est morte, malheureusement, la pauvre, très rapidement, très jeune. Et en fait, eux, quand on leur a dit, mais quand on s'est rendu compte de l'imposture et qu'on leur a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas citée, ils ont dit de toute façon, elle n'était pas sympathique, elle disait pas bonjour en arrivant le matin au laboratoire. C'est comme si, en fait, à partir du moment où une femme n'était pas sympathique et souriante, on pouvait lui piquer sa découverte scientifique. Une découverte comme la double structure de l'ADN, quand même, ce n'est pas rien. Pareil avec Marthe Gauthier, donc, qui s'est fait piquer sa découverte par Jérôme Lejeune, et dont on a dit qu'elle était déjà bien contente de faire de la recherche, vu ses origines modestes, puisque ses parents étaient agriculteurs, et que du coup, elle n'avait qu'à se taire. Donc ça, c'est voilà, le discrédit des femmes de science qui justifie la spoliation. La spoliation, c'est par exemple aussi le cas de Alice Guy-Blaché, qui donc du coup était la secrétaire de M. Gaumont au début du XXe siècle et qui lui a demandé si elle pouvait faire un film de fiction. Il lui a dit la fiction, je suis pas sûre que ça marche au cinéma, les gens préfèrent des documentaires, enfin essayez toujours, mais attention, hein, pas pendant les heures de travail. Et en fait, elle a été la première réalisatrice de films. Première réalisatrice, elle est partie du coup à Hollywood faire fortune, là-bas elle fait fortune, puis ça marche un peu moins bien et du coup elle revient en France et elle se rend compte que toutes ces cassettes, toutes ces bandes ont été récupérées par la Gaumont qui a mis le nom Gaumont dessus en lui disant qui va à la place perd sa place. Un autre mécanisme d'invisibilisation qui est hyper important, c'est bien évidemment l'autocensure. Les femmes n'auraient naturellement pas envie de se mettre en avant parce que ce serait dans leur gène de ne pas se mettre en avant. Ou alors, c'est peut-être parce qu'on les dissuade depuis l'enfance de faire du bruit. Tais-toi, fais moins de bruit, sois sage ma fille, ne salis pas ta robe. Voilà, on leur apprend à rester sage. On leur apprend aussi qu'en fait, quand elles ne restent pas sages, je vous renvoie au Jardin d'Éden, quand elles ne restent pas sages, attention, il y aura de mauvaises conséquences désastreuses. Tous les contes que vous avez pu lire à vos enfants ou qu'on vous a lus rappellent en fait toutes ces femmes à qui on dit surtout n'ouvre pas la porte. Vous vous rappelez dans Barbe Bleue, et elle ouvre la porte, elle ne devrait pas faire. Surtout ne va pas manger la pomme. Et pouf, elle mange la pomme. Et à chaque fois, on leur dit mais à chaque fois que tu veux sortir, on te dit de pas faire. À chaque fois que tu désobéis, ma fille, à chaque fois, tu sais très bien ce que tu risques. Tu risques l'opprobre social, tu risques de perdre ton mari, de perdre tes enfants, de perdre ton
argent, de perdre ta réputation, de perdre ta vertu. Donc concrètement, il faut vraiment noter l'importance de l'autocensure dans le fait que les femmes ne sont pas présentes non plus dans l'histoire. Je prends là l'exemple de Irma Afklint, qui était une artiste peintre suédoise, qui était la pionnière. Elle est la première, en fait, elle est la pionnière de l'art abstrait. Et elle a montré ses œuvres à son entourage. Ils lui ont dit, si tu fais ça, on va t'enfermer. Tu iras à l'hôpital psychiatrique. Donc, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout rétropédalé. Elle a enlevé ses œuvres, elle les a mises dans son grenier et elle a dit, vous les ouvrirez 30 ans après ma mort. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on se fait un fric monstrueux avec les œuvres de Irma Afklint, qui n'a jamais vendu une toile de sa vie, alors qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on a vendu toutes les toiles d'art abstrait de Kandinsky, donc du coup, on se rue sur le marché de l'art abstrait de Irma Afklint en se rendant compte que c'est de l'art abstrait, on va dire, primitif, première époque, et que donc du coup, aujourd'hui, cette femme-là elle aurait pu vivre de son travail si elle avait osé, si aussi son entourage ne l'avait pas bridée. Donc évidemment, là, je vous parle, mais je vous en parlerai un peu plus tard aussi, du mécanisme de diabolisation et de discrédit. Qui est Elisabeth Báthory? C'est une femme qui prend le pouvoir en Hongrie au XVIe siècle, mais là, il y a une bataille dans le contexte en fait européen avec son cousin qui lui estime que c'est à lui de reprendre le pouvoir, parce qu'en fait, pourquoi ce serait une femme qui prendrait le pouvoir? Et donc, du coup, il invente une histoire horrible, parce qu'en fait, on a trouvé des femmes, des jeunes bergères dans un champ à côté qui sont mortes de la peste. Il invente une histoire où sa cousine Elisabeth prend des bains de sang. En fait, elle égorge des jeunes bergères et elle prend des bains de sang pour avoir la vie éternelle. Ce qui est terrible avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, on finit par le croire. Il raconte ça, puis ça fait peur. Les gens, en fait, aussi ont peu de connaissances. On se raconte les ragots. Et en fait, ça prend en fait, dans la population autour, qui un jour arrive avec des pics, décide de lui faire un procès et décide de l'emmurer vivante. Voilà. Stéréotype aussi, un autre mécanisme d'invisibilisation qui est rigolo, c'est qu'en fait, typiquement, vous avez plein de femmes de pouvoir absolument incroyables qu'on essaie de discréditer, et en même temps, les vraies méchantes, entre guillemets, on ne les connaît pas, comme si les femmes étaient, en fait, naturellement douces. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, surtout quand on se rappelle de l'histoire de Anna Poker. Quand on vous parle dictature Roumanie, en général, les gens pensent à Ceausescu. Le mari, la femme. Sauf que juste avant eux, il y avait Anna Poker. Anna Poker, si vous demandez ça à des femmes d'un certain âge, elles vous disent, mais quand j'étais petite, moi, quand je mangeais pas ma soupe en Roumanie, on me disait, si tu ne manges pas ta soupe, Anna Poker va venir et t'emmener au goulag. Parce qu'Anna Poker, elle a même la réputation d'avoir envoyé son propre mari au goulag. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre que dans les mécanismes aussi d'invisibilisation des femmes, il y a aussi le fait qu'on nie leur capacité à faire tout, le bon comme le mauvais. Et c'est ça aussi qui est phénoménal, en fait, dans ce mécanisme de différenciation de la place des femmes dans l'espace public, c'est qu'en fait, on pourrait tout à fait être au même endroit, mais qu'on a essayé de gommer, y compris le plus mauvais. L'absence d'archives, est aussi un autre mécanisme d'invisibilisation, c'est-à-dire que par exemple là, je vous ai mis sur cette photo deux cas, l'un où ça s'est plutôt bien passé, l'autre un peu moins. Donc Nannerl Mozart, comme son nom l'indique, la sœur de Wolfgang, qui fait avec lui des tournées. Elle est un peu plus grande que lui, ils font des tournées ensemble, ils sont ravis, même si pour elle, ça se passe pas aussi bien qu'avec son frère, même si bon, son frère se faisait aussi un peu martyriser par Léopold, le père des deux, qui était un peu un tyran. Et elle, par exemple, à l'époque, au XVIIIe siècle, elle n'avait pas le droit de pratiquer le violon et l'orgue parce que c'était une femme. C'était interdit par l'Église. Et en fait, il y a un moment, à 14 ans, on se rend compte que c'est inconvenant. Elle a 14 ans, vous vous rendez compte, c'est une petite fille. Mais on dit c'est inconvenant qu'elle joue devant toutes les cours d'Europe, devant le regard lubrique de toute la noblesse de cour. Et donc, du coup, on décide qu'elle va arrêter de faire des tournées, qu'elle va arrêter de pratiquer la musique. Et elle, là, elle est à ce moment-là éplorée. Elle veut rester avec son frère, elle veut continuer de faire des tournées, elle veut continuer de pratiquer la musique, elle veut continuer de composer. Et là, qu'est-ce que fait son père avant de la marier de force à un homme beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, il crie à mon avis très fort et il brûle toutes ses partitions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité. Nous savons qu'elle était un enfant prodige comme son frère, mais nous n'avons aucune capacité de savoir s'il était aussi doué en composition que son frère. Parce que nous avons toutes les notes de son frère, mais nous n'avons pas en fait les autres. Les femmes, en revanche, ça c'est entre guillemets, mieux passé pour Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn, c'est une musicienne, comme vous le savez très bien, puisque son frère s'appelle Félix Mendelssohn. Et évidemment, à ce moment-là, son père, donc on est un tout petit peu plus tard dans le 19e siècle cette fois-ci. Et là, vous avez le père qui dit à sa fille, ma fille, ton frère, il pourra travailler sur le sujet, il pourra en faire son métier, mais toi, ce ne sera qu'un agrément, un loisir. Donc, elle est sympa, elle dit rien, mais elle fait quand même des salons, elle compose quand même. Et régulièrement, son frère lui dit, ah ouais, c'est très bien ce que tu fais. Puis il lui prend ses partitions. Et puis il va les jouer devant la reine Victoria, il va les jouer un peu partout. Et en fait, elle ne se rend pas vraiment compte sur le moment, mais
la chance qu'elle a, elle, par rapport à Daniel Mozart, c'est qu'elle avait un mari qui était plutôt sympa, qui était un allié. Et l'allié, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? À sa mort, il était très, très fan du travail de sa femme. Et donc, du coup, il a rassemblé toutes les compositions de sa femme et il les a fait publier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous allez sur Deezer et notamment sur Spotify, vous vous retrouvez avec des enregistrements de Fanny Mendelssohn parce qu'aujourd'hui, on peut la jouer parce qu'il y a des archives. Et c'est comme ça qu'elle va échapper à l'invisibilisation. Pareil avec l'absence de disciples. Ça, c'est encore aussi un mécanisme. On sent aussi là le rapport à la maternité des gens. C'est-à-dire que si vous avez, comme si en fait le fait d'avoir des enfants empêchait les femmes de transmettre à quelqu'un d'autre qu'aux enfants. Vous voyez, dans ce mécanisme d'invisibilisation, on voit chez toutes les femmes qui ont eu des enfants le fait que leur mémoire s'est tarie avec les enfants. Par exemple, George Sand a eu 2 enfants. Ses enfants n'ont pas du tout transmis sa mémoire. Et pourtant, elle s'entendait très, très bien avec son fils. Mais par exemple, Mario Laurencin et Alexandra David-Nen, chacune ont eu en fait une histoire par rapport aux disciples. Marie Laurencin, aujourd'hui, c'est très compliqué de récupérer en fait des toiles d'elle parce qu'en fait, elle a confié une énorme partie de sa fortune aux orphelins apprentis d'Auteuil. Elle était fille naturelle, elle a voulu valoriser cette association, mais en fait, comme elle a donné une association qu'elle n'avait pas d'enfants et qu'en fait, elle n'a pas transmis à un disciple en peinture. Les dernières années de sa vie ont été très compliquées et politiquement et financièrement. Donc, du coup, elle n'a pas fait ce travail de transmission qu'ont fait des gens comme Picasso à la même époque, qu'il a bien détruite d'ailleurs, entre parenthèses. Du coup, en fait, sa transmission aujourd'hui, elle est très compliquée et du coup, aussi son œuvre est moins valorisée financièrement. Et à l'inverse, une femme comme Alexandra David-Nen, pour ceux qui la connaissent, elle est normalement assez connue. C'est une grande exploratrice, voire la plus grande exploratrice du XXe siècle. Elle, ce qui était amusant, c'est qu'elle, alors rien ne l'arrêtait. Alors vraiment, c'était un Hannibal avec ses éléphants dans les Alpes. À côté, c'est rien du tout. Elle, vraiment, son père a refusé de l'éduquer. Il a dit, puisque, ah ouais, j'ai pas le droit d'apprendre le latin, je vais apprendre le sanskrit. Elle était incroyable. Elle a été cantatrice, chanteuse d'opéra, journaliste, anarchiste. Et en fait, bon, il y a un moment, elle s'est mariée avec un type qu'elle a rencontré en Tunisie. Puis après, elle a dit, bon, je me casse, je reviens dans 6 mois. Elle est revenue 14 ans plus tard. Elle a appris, en fait, avec des lamas au fin fond du Tibet. Elle a aidé à la fusion du bouddhisme au Japon, en Chine. Enfin, elle est absolument incroyable. Et en fait, à l'époque, vraiment, on était donc dans la première moitié du XXe siècle. Ce qu'elle faisait, elle avait bien compris l'importance du selfie, bien avant tout le monde. Et elle se faisait prendre en photo devant tous les paysages où elle allait. Et déjà à l'époque, on disait, fake news, ça a été photoshopé. On lui disait que c'était pas vrai, et donc du coup, elle en avait marre d'envoyer ses manuscrits et d'envoyer ses lettres et d'envoyer ses photos en Europe, et que les orientalistes qui, eux, étaient restés dans leur salon à boire le thé, en fait, disent, mais non, c'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a adopté un jeune garçon, Affur, qui a, lui, en fait, joué le rôle de la deuxième danseuse. Ce qui est important pour la mémoire, pour qu'on se rappelle de vous dans l'espace public, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle de vous au-delà de vous. Et donc, du coup, en fait, elle avait cet Afful qui était là, qui était lui aussi un jeune lama, et qui, en fait, racontait ensuite, envoyait lui aussi ses propres récits, ses propres photos, en disant « J'étais là, je l'ai vu, je suis témoin qu'elle l'a vraiment fait. » Et du coup, on la croyait. Ah, si un homme valide, c'est que sans doute que c'est vrai. Et donc, du coup, c'est comme ça que la présence d'un disciple permet à Alexandra David-Nen d'être davantage présente dans l'espace public. Et donc, pour finir sur les mécanismes d'invisibilisation, il y a l'absence d'alliés. Là, je vous mets Dora Maar, qui n'a pas été qui n'a pas été aidée du tout par les différents surréalistes et encore moins par sa liaison avec Picasso, qui l'a complètement détruite. Elle a fini à l'hôpital psychiatrique et surtout qui l'a découragée de faire ce travail, notamment de photos surréalistes. Il lui a imposé la peinture parce qu'il s'était rendu compte qu'elle était moins bonne que lui. Et donc, du coup, voilà, typiquement, l'absence d'alliés fait que sa vie a été détruite et que son art a été détruit et que sa mémoire aujourd'hui est très limitée. Alors, il y a eu une rétrospective il n'y a pas longtemps à Beaubourg, à Paris, mais concrètement, c'est une histoire gâchée, c'est une mémoire d'une œuvre d'art qui aujourd'hui est valorisée, mais uniquement pour des raisons de prospection financière, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a vendu tous les surréalistes et qu'on n'a plus une seule photo de surréaliste et que donc il faut bien valoriser Dora Maar. Mais elle aurait pu être valorisée de son vivant. C'était une femme extrêmement célèbre et extrêmement douée qui a été détruite parce qu'en fait elle n'a pas été aidée dans sa pratique professionnelle et artistique par la personne qui partageait sa vie. Contrairement à celle que vous avez sur la photo à côté, que vous connaissez tous et toutes, parce que c'est Marie Skłodowska-Curie. Marie Skłodowska, qui épouse un certain Pierre Curie, qui se rend compte à un moment dans ses travaux que Marie Skłodowska, elle fait un sacré travail, qui la rejoint comme assistant, qui lâche ce qu'il est en train de faire, la rejoint comme assistant, et là, quand l'Académie de Stockholm l'appelle et lui écrit, et lui dit « Monsieur, nous allons vous donner le prix Nobel avec Monsieur Becquerel », il leur répond «
mais messieurs, pas sans ma femme, parce que je vous rappelle que je ne suis que l'assistant de ma femme, en fait. Et donc, du coup, sans Pierre Curie, elle n'aurait pas eu son premier prix Nobel, et peut-être que sans le premier prix Nobel, elle n'aurait pas eu le deuxième prix Nobel de chimie en 1911. Donc voilà, c'est très important de se rendre compte à quel point on a besoin d'alliés dans la vie, et notamment pour lutter contre l'invisibilisation. Pourquoi donc là, mais quand même, repartons sur le creux du projet qui est d'aujourd'hui, qui est d'expliquer comment est-ce qu'on diabolise les femmes de pouvoir. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Elisabeth Báthory. L'invisibilisation, elle va avoir un impact sur les stéréotypes qui sont transmis dans la société. Donc l'invisibilisation, c'est de dire que les hommes sont plus capables d'exercer le pouvoir puisqu'on ne connaît pas de femmes qui le fait, que les femmes ne savent pas conduire parce qu'on ne connaît pas de coureuses automobiles, que les femmes n'ont pas d'imagination parce qu'on ne raconte pas l'histoire des femmes qui ont pu écrire des pièces de théâtre ou des romans, qu'on attribue les romans des femmes à leurs conjoints. Les femmes au pouvoir feraient n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on vous parle de Brunehaut ou de Frédégonde et on va vous dire que de toute façon elles ne faisaient que se crêper le chignon. Bien évidemment, c'est bien connu, les femmes ne font que se crêper le chignon. Deux femmes dans une pièce, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent des tartes. Donc du coup, en fait, les faits qui seraient donc vérifiables, non équivoques, qui ne pourraient pas être interprétés, qui seraient intangibles, sont complètement balayés au profit de certains préjugés personnels et notamment des stéréotypes sociétaux qui vont du coup nourrir et alimenter en permanence les idées reçues, les œuvres culturelles et aussi qui vont avoir un impact évidemment sur les manuels scolaires. Pour identifier le discrédit, il faut bien comprendre en fait, qu'il y a trois manières de discréditer les femmes. Trois manières. Déjà, par exemple, si vous prenez cette magnifique affiche, est-ce que vous voyez un équivalent masculin à crépage de chignon? En réalité, non, il n'y en a pas. En fait, quand on parle de combat de coq entre hommes, en fait, on a tendance quand même à rappeler en fait, à un partage de puissance, en fait, une comparaison des deux formes de puissance. Quand on parle de crépage de chignon, on parle de deux femmes, deux mégères, au lavoir, en train de se crêper le chignon pour un bout de savon ou une œillade du mec qui vient de passer. En général, c'est toujours pour dire que ça ne sert à rien, que c'est ridicule. C'est une manière de ridiculiser la manière dont les femmes affirment leur désaccord entre elles. Le mot mégère, le mot potiche, le fait de ne pas avoir les épaules, tout ça, ce sont des choses, vous ne trouverez pas d'équivalent masculin. Parfois, on dit que les hommes n'ont pas les épaules, mais souvent, quand vous entendez ça pour une promotion interne. Ah non, mais elle n'a pas les épaules. Pourquoi elle ne va pas avoir les épaules? Parce qu'en fait, on renvoie systématiquement les femmes à trois manières. On les discrédite de quelle manière? On les renvoie à leur incompétence. Les femmes ne seraient pas compétentes, elles seraient trop émotives, elles seraient trop gouvernées par leurs hormones et gouvernées notamment par cette fameuse douceur de femme, vous savez, cette chose naturelle qui serait dans vos gènes. Mais je vous rassure, ce n'est pas vrai du tout. Ensuite, vous auriez un renvoi permanent à la sexualisation, au fait de monnayer des faveurs politiques. Au travail, en politique, évidemment, les femmes ne font tout ce qu'elles obtiennent, elles l'obtiennent en couchant. Donc, les femmes seraient donc sexualisées, elles seraient là pour exciter le désir, ou elles seraient là que pour être la moitié de l'homme, donc forcément mariée ou forcément bigote, puisque quand on n'est pas avec un homme, ça veut dire qu'on est un petit peu coincé, ou alors qu'on est une femme d'église. C'est là qu'on va voir aussi que ça va faire disparaître des pans entiers de corporations et de communautés de femmes à travers l'histoire. Et évidemment, le troisième mécanisme de discrédit, donc les trois peuvent se mettre ensemble, hein, mais vous allez avoir un renvoi à la tyrannie et à l'incapacité à gouverner sans violence. C'est-à-dire qu'on va vous dire, on va rappeler systématiquement que les femmes, quand elles gouvernent, en général, c'est forcément violent. Donc les femmes de pouvoir, quand on les invisibilise, les femmes qui veulent sortir de leur rôle traditionnel, de leur place qui est en bas, plutôt sur le côté, à chaque fois qu'elles vont vouloir le faire, elles vont se prendre dans la figure ou dans le récit la spoliation, la diabolisation et le discrédit et la minimisation. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a des conséquences qui sont fortes, c'est-à-dire que, par exemple, les gens étant normés, en fait, ayant en fait ce regard sur la société, ça va faire par exemple qu'en 1880, on découvre une tombe viking et en fait, les archéologues du 19e siècle ne pouvaient pas être capables d'identifier qu'un viking, qu'un guerrier, pouvait être autre chose qu'un homme. Et donc, du coup, ils ont identifié ça comme un homme. Et là, on a attendu les années 2016 ou 2017 pour en fait se rendre compte qu'en fait, ce viking, ce guerrier, était une femme et qu'il y a des siècles, on pouvait être un guerrier et une femme. Sauf qu'au 19e siècle, on ne pouvait pas être un guerrier et une femme. C'était un truc de mec. Donc, du coup, ça a bloqué et ça a changé le récit, puisqu'à un moment, on ne peut pas raconter, on ne verra pas dans un manuel scolaire
l'idée que les femmes pouvaient être des combattantes. On les verra à la maison, en train de faire le pain, de s'occuper des enfants, de faire des travaux d'aiguille. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pareil avec les femmes de l'école de médecine de Salerne au XIIe siècle. Au XIIe siècle, vous aviez des écoles de médecine avec des femmes qui géraient la gynécologie et qui géraient l'accouchement sans douleur. Sauf qu'on préfère dire on ne s'est préoccupé de l'accouchement sans douleur qu'avec les progrès de la médecine au XXe siècle. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y avait des femmes qui avaient ce savoir. Et là, Salerne, c'était en Italie. En même temps, vous aviez des écoles de botanique en Allemagne au XIIe siècle. Et notamment, vous aviez Hildegard de Bingen, qui était une grande chef religieuse qui travaillait sur les plantes. Et en fait, là, à ce moment-là, les femmes ont beaucoup trop de pouvoir. D'ailleurs, c'est la même période que l'ère d'Aquitaine. Les trois, en fait, d'ailleurs, tout cet ensemble correspondait, elles correspondaient toutes entre elles. Il y avait un réseau de femmes qui était mis en place, un peu trop puissant. C'est ce qui fait qu'en fait, à un moment, vous allez avoir un retour de bâton au XIIIe siècle. Mais pareil, conséquence aussi de ce regard sur le discrédit qui rend les femmes systématiquement tyranniques quand elles sont au pouvoir, Catherine de Médicis, dont on devrait se rappeler d'elle comme la seule femme qui a lancé les États généraux, comme le seul roi qui a fait les États généraux avant Louis XVI quand même, et avec un succès bien plus important, évidemment. Mais on va lui attribuer quoi? On va lui attribuer les massacres de la Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais n'empêche que ça a été largement encouragé, cette vision, par les travaux d'Alexandre Dumas, la reine Margot. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on vous dit Catherine de Médicis, vous avez l'impression d'avoir des jets de sang sur le mur quand on en parle. La capacité des femmes à s'organiser en communauté ou corporation disparaît aussi du récit, puisque les femmes se crêpent le chignon, vous savez, elles ne sont pas capables de travailler entre elles. C'est pour ça que, du coup, on ne sait pas qui sont les béguines. Ces communautés de femmes qui n'étaient ni mariées, ni religieuses, et qui vivaient leur vie, leur meilleure vie, ensemble, en communauté. Elles avaient des grandes maisons, des grands châteaux, des grandes communautés où elles travaillaient ensemble, elles bossaient ensemble, et ça se passait très bien. Et donc voilà, je vous disais tout à l'heure, Elisabeth Báthory, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, quand on en parle encore, donc cette reine hongroise sanguinaire soi-disant, aujourd'hui encore, quand on fait des films, il y a des données qui permettent de savoir que cette femme-là n'était pas une sorcière qui faisait des bains de sang de bergère, mais concrètement, aujourd'hui, on continue de faire des livres et des films là-dessus parce qu'on trouve ça, en fait, c'est vendeur, vous voyez, c'est accrocheur, en fait, comme titre. Et donc, c'est pareil, en fait, les travaux de Annie d'Aquitaine, de Régine Pernoud, mettent en lumière Annie d'Aquitaine dans la seconde moitié du XXe siècle. On explique, en fait, que tout ce regard qu'on avait sur son travail, en fait, est extrêmement biaisé, mais en fait, ce travail-là est fait au XXe siècle, où elle dit, moi-même, la première, je pensais qu'Annie d'Aquitaine était une femme sanguinaire et une reine sans cœur, et en fait, j'ai changé d'avis parce que j'ai travaillé, j'ai découvert qu'elle avait écrit 80 chartes de droit maritime. Et en fait, après, c'est au XXe siècle qu'on analyse le papier et que du coup, on découvre quelque chose qui chamboule notre regard sur la reine. Et donc là, je passe au truc d'après, donc regard croisé, avec notamment l'histoire de Annie d'Aquitaine. Alors, Annie d'Aquitaine, pourquoi elle est fondamentale, en fait, dans cette histoire de diabolisation et de discrédit? Elle a 8 siècles, on la connaît tous et tout presque. Elle est dans plein d'œuvres d'art, dans plein de films, on en parle toujours avec un regard extrêmement négatif pour dire que les femmes de pouvoir ne sont d'odieuses mégères et qu'il ne faut surtout pas faire comme elles. Pourquoi? Parce que notre amie Annie d'Aquitaine, c'est quelqu'un qui est donc élevé très jeune, donc c'est l'aîné du duché d'Aquitaine, et elle est élevée en fait pour participer au pouvoir. On va la matcher avec le roi de France, qui à l'époque en fait est le deuxième. En fait, on devait la matcher avec l'autre roi de France qui meurt, donc du coup on sort du monastère le deuxième, qui lui est un peu nouille, qui sait pas trop diriger, qui est complètement gouverné par l'Église. Et elle arrive d'Aquitaine. Alors elle arrive avec des décolletés, elle arrive avec des ménestrels qui chantent l'amour et les troubadours de l'époque. C'était pas du tout la culture de la couronne de France, parce que ça, c'était le sud-ouest de la France. Et donc, du coup, ils sont là tous hyper choqués. Dès que l'Église pose une question et que le roi ne sait pas à quoi répondre, celle qui répond à sa place, tout le monde est choqué. Elle en peut déjà plus. En plus, elle fait des filles qui ne sont pas des fils, parce qu'en fait, pour que le duché d'Aquitaine soit rattaché à la couronne de France, il faut qu'elle fasse des fils, en fait. C'est ça le deal, en fait, dans le contrat. Et donc, du coup, elle fait que des filles. Donc, à chaque fois, on lui envoie dans la figure. Il y a des mauvaises récoltes. Il y a une deuxième croisade qui se passe très mal parce qu'elle décide d'y aller. Soi-disant, c'est à cause d'elle, du coup, que ça se passe mal. J'ai envie de dire, avec ou sans elle, ça se serait très, très mal passé. Et en fait, elle décide, quand elle revient, elle en a marre. Elle décide de tout lâcher. Et elle décide, en fait, de faire annuler son mariage pour, en fait, consanguinité. Et donc, elle se barre. Et elle organise son mariage avec le jeune Henri d'Anjou, qui va devenir, mais un an après, le futur roi d'Angleterre et qui la bombarde reine d'Angleterre avec un royaume qui s'étend de l'Aquitaine aux Pyrénées. Et pourquoi l'Aquitaine aux Pyrénées, qui a été rajoutée à la couronne d'Angleterre? C'est parce qu'elle lui a fait 5 fils coup sur coup. Donc là, évidemment, lui, le jeune roi d'Angleterre, il est ravi. Elle sait déjà diriger un royaume. Elle lui fait des enfants. Ben, tout va bien. Donc parce qu'il bénéficie de son expérience et en plus, elle fait plein d'enfants pour la couronne. Et en même temps, et là, la couronne d'Angleterre, il faut
la tronche. Elle fait sacrément la tronche, la couronne de France. Et qu'est-ce qui se passe? La couronne de France, là, à ce moment-là, les conseillers du roi écrivent des pamphlets qu'ils distribuent dans la société, qu'ils placardent en fait dans les villages, pour dire à quel point Aliénor d'Aquitaine est une méchante femme, qu'elle était en fait incestueuse, hein, parce qu'elle aurait couché avec son oncle Antioche, elle aurait couché avec l'ennemi, elle aurait couché avec Saladin, elle aurait été responsable des mauvaises famines, elle aurait été responsable de la pluie, de la grêle, elle aurait été donc voilà, échec de la croisade. Et donc du coup, en fait, tout ce qu'on raconte sur Aliénor à ce moment-là continue en fait de nourrir en fait une image extrêmement négative de la reine qui ose. Ah oui, elle parlait trop fort, elle était trop décolletée, elle était impudique et tout ça. Et pendant ce temps-là, elle vit sa meilleure vie avec son deuxième mari, sauf qu'un jour, lui aussi, il commence à dire, écoute cocotte, ouais, tu sais bien faire, mais moi maintenant, j'ai plus besoin de toi, ça fait 20 ans. Et donc, elle en a marre, elle se dit, bon, bah, en fait, mais je suis là, donc en fait, tu ne vas pas me virer si vite. Et donc, elle organise une fronde avec ses enfants, avec ses fils. Et là, donc, son mari l'enferme, je vous passe les détails. Finalement, heureusement, il a le bon goût de mourir au bout de 20 ans. Et donc, du coup, là, elle se retrouve à nouveau dehors et libre. Et là, elle écrit 80 chars de droit maritime. Elle fortifie toutes les frontières de l'Atlantique. Elle se déplace donc de l'Écosse à l'Espagne et dans toute l'Europe pour organiser les mariages diplomatiques de toute la royauté, parce qu'évidemment, avec tous ces fils qu'elle a eus et plus les filles qu'elle a avec la couronne de France, évidemment, elle peut matcher tout le monde. Et donc, du coup, elle organise tout le monde. Elle négocie des traités de paix avec la Palestine. Enfin bon, elle fait un travail formidable, sauf que quand elle a été enfermée par son deuxième mari, il a fait la même chose que le premier. Avec ses conseillers, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enlever l'influence d'Aliénor d'Aquitaine, parce qu'elle est beaucoup trop d'influence, elle est beaucoup trop appréciée. Et là, ses conseillers disent, ils vont pas dire la même chose que les premiers, ils vont pas dire qu'elle parle trop et qu'elle est méchante et que machin. Ils vont dire, bah là, on n'a qu'à dire qu'elle est trop dépensière et qu'elle est frivole et qu'elle se préoccupe que de l'art. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils font. Ils se mettent à écrire en fait des traités où ils racontent en fait ça. Et donc, pareil, ils le placardent. Et puis ils le mettent dans des grimoires qui vont dans des étagères. Puis 50 ans plus tard, à la mort de tout le monde, et ben en fait, là, on prend ça et on se rend compte qu'Aliénor d'Aquitaine, oh mon Dieu, quelle femme terrible. Donc, du coup, on va pas faire comme ça. Oh mon Dieu, en France aussi disparaît. Donc, du coup, on commence à centraliser dans tous les petits livres, en fait, qui, après Aliénor d'Aquitaine, se mettent à percer et qui expliquent aux jeunes femmes comment est-ce qu'on gouverne, en expliquant bien à chaque fois. Ne vous mettez jamais à côté ou devant votre mari, restez toujours derrière. Ne faites pas comme Aliénor d'Aquitaine, qui du coup était dépensière, sanguinaire, incestueuse. Oui, parce que bien sûr, son deuxième mari a aussi fait raconter le fait qu'elle était responsable aussi de l'empoisonnement de ses rivales. Et ça aussi, c'est faux. C'est ça qui est génial, ce qui est faux. Et pourquoi c'est important de comprendre comment ça marche, c'est qu'en fait, à l'époque, donc on est au XIIe siècle, on écrit des grimoires qui sont récupérés 50 ans plus tard, puis 50 ans plus tard. Et en fait, de siècle en siècle, les gens voient des sources comme ça. Ils se disent, mais mon Dieu, ce sont des sources vraies, puis ça a l'air très sérieux, puis ça vient de l'époque, ça vient du moment où ça a été rédigé. Donc du coup, on fait confiance à ces sources-là. Et au XXe siècle encore, on continue de raconter que Aliénor d'Aquitaine est une femme sanguinaire, dépensière, incestueuse, qu'à côté Circé dans le trône de fer, c'est une enfant de cœur. Et donc, du coup, on raconte ça jusqu'au moment où là, en fait, on va avoir la science qui va arriver, rencontrer l'histoire et qui va, en fait, faire des recherches sur le papier, sur le velin qui a été utilisé pour écrire, en fait, ces fake news, parce que c'est des fausses informations qui sont rédigées à l'époque, c'est de la propagande qui a été mise en place. Et là, en fait, on a pu là, dans les années 2010, se rendre compte que le papier qui a été utilisé n'était produit qu'à un seul endroit, dans le monastère du principal conseiller du premier roi de France. Et en fait, que le deuxième papier a été fabriqué dans le monastère du plus proche conseiller du deuxième roi, du roi d'Angleterre. Et donc, du coup, qu'en fait, là, ce n'était que des travaux qui ont été mis en place pour discréditer une femme qui, justement, prenait trop de place, qui sortait de ce rôle traditionnel qui aurait dû être le sien. Elle aurait dû donner son duché, donner des gosses, et puis c'était tout, fermer sa figure. Et concrètement, visiblement, tout ce qu'on raconte sur Aliénor d'Aquitaine, le vrai comme le faux, laisse à entendre que, clairement, elle n'était pas prête à laisser cette place. Concrètement aussi, donc du coup, qu'est-ce que ça a comme impact? La diabolisation de Aliénor d'Aquitaine comme celle de toutes les autres. Ça veut dire que les seules femmes dans les manuels d'histoire de France aujourd'hui sont Aliénor d'Aquitaine, donc qui est sanguinaire, dépensière, frivole et incestueuse. Vous avez Jeanne d'Arc qui meurt brûlée à 16 ans, donc ne faites pas ça chez vous, ça donne pas très envie en fait d'écouter la voix de sa conscience ou quelqu'un qui parle à l'intérieur de vous. Catherine de Médicis qui était jalouse parce que son mari avait une maîtresse et donc qui était sanguinaire. Marie-Antoinette qui était dépensière et frivole, voilà. Donc concrètement, les femmes en fait que vous voyez dans les manuels scolaires, elles sont pas terribles, hein. On va dire, on les met pas dans les manuels scolaires pour dire qu'elles ont fait quelque chose de bien.
on met dans les manuels scolaires ces femmes-là pour dire ces femmes-là sont sorties de leur rôle traditionnel de femme, de mère, d'épouse. Elles sont sorties de là par ambition, par soif de pouvoir, par méchanceté, du fait d'une trop grande curiosité, par jalousie et pour l'amour de l'argent. Et l'argent, c'est vulgaire chez une femme. Et donc, du coup, ça a un impact sur la représentation des femmes dans l'espace public, dans la valorisation du patrimoine, dans les œuvres culturelles. Et en fait, on est dans un rapport extrêmement binaire. Ça, c'est la manière dont on va représenter en France les femmes qui sortent de leur rôle. Et vous allez avoir après, évidemment, je vous parle de Agnès d'Aquitaine, mais vous allez avoir d'autres choses. C'est-à-dire que Molière, avec les femmes savantes, on est dans un contexte au XVIIe siècle où les femmes, en fait, se battent parce que le mot, par exemple, autrice, philosophesse, peintresse est en train de disparaître avec la réforme du patois lancée par Malherbe. Elles se battent là-dessus. Et Molière, là-dessus, n'a pas été un tendre. Alors, moi, j'aime beaucoup Molière, mais concrètement, en écrivant Les précieuses ridicules et les femmes savantes, il a bien rappelé quand même qu'une femme qui sort de son rôle traditionnel, être jolie et faire des gosses, quand même, c'est un peu ridicule. Et donc, du coup, ça a un impact, enfin, ce rapport complètement binaire à ce rôle traditionnel, à cette fameuse sortie, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait au Japon. C'est-à-dire que si vous repartez sur les fondamentaux du Japon, alors là je ne peux pas vous faire un cours sur l'histoire du Japon parce que c'est beaucoup trop long, concrètement il y a une très forte culture notamment du confucianisme qui va être présent et donc qui pose des jalons évidemment sur les rapports en fait genrés entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes vont être dans ce rapport intérieur-extérieur. Et d'ailleurs, quand on dit Ona, vous avez, c'est un rapport, ça veut dire l'intérieur, celle qui est à l'intérieur. Et donc, du coup, les femmes, en fait, vont se retrouver souvent dans ce rôle de je gère les enfants, je gère le domaine, et mon mari va à la guerre, mon mari unifie les territoires, tout ça. Donc, il y a ce rapport aussi, vous allez me dire, pourquoi je vous parle du Japon? C'est parce que ce que je trouve hyper intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul modèle qui est celui de l'Occident, celui où il y aurait ce modèle binaire, des femmes qui sont à l'intérieur, qui ont des rôles traditionnels, et des femmes qui seraient à l'extérieur, qui seraient démoniaques. Ce que je trouve intéressant dans le modèle du Japon, en fait, quand on commence à comparer, c'est qu'en fait, ces femmes qui sont au Japon avaient aussi les mêmes assignations, parce que, donc je parlais tout à l'heure de l'importance du christianisme ou du judaïsme, mais concrètement, quand on parle du confucianisme, Confucius, il avait bien dit que l'éducation pour les femmes, c'était pas terrible. Hein. Il l'avait dit. Mais les Japonais ne l'avaient pas vraiment intégré. Et donc, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, entre le 4e et le 8e siècle, au Japon, parce que le Japon, c'est donc une administration très, très organisée, c'est la première administration du monde, et donc entre le 4e et le 8e siècle, c'est essentiellement des impératrices qui gèrent. Et à l'époque, c'est pas du tout la filiation donc patrilinéaire qu'on va pouvoir connaître ensuite avec les hommes qui succèdent à leur père et ainsi de suite. À l'époque, on est un peu dans le système, vous savez, un peu comme on parlait des, vous savez, Beyoncé, Jay-Z ou les Clinton, ouais, le côté un peu power couple, c'est-à-dire que vous gérez le ministère de l'Intérieur ou de la Culture, mais à deux, il y a le mari et la femme. Et bam, à un moment au 8e siècle, il y a un truc qui se passe pas très bien, c'est-à-dire qu'il y a la garde des Sceaux qui décide de lancer un coup d'État. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Pareil, on se dit, mais là, non, bah, les femmes au pouvoir, c'est toujours le problème, en fait, avec les femmes, c'est qu'en fait, il y en a une qui fait un truc pas bien, on se dit, du coup, toutes les femmes sont méchantes. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe. Là, on se dit, ah non, mais en fait, on peut plus confier le pouvoir aux femmes, et on décide au 8e siècle de confisquer le pouvoir, mais pas uniquement le pouvoir et donc la gestion, en fait, de l'administration politique. On décide aussi de leur supprimer le savoir. Et donc, du coup, ça, c'est ce que je vais voir un peu plus tard. Ce qui est rigolo, en fait, à comprendre, c'est que les femmes, en fait, vont lancer une sorte de lutte contre l'invisibilisation. Elles vont pas le faire exprès, ça va pas forcément être conscientisé. Mais en fait, ce rapport, en fait, notamment à l'intérieur, elles vont pouvoir s'en dégager. Et en fait, le Japon va l'accepter, alors que la France ne l'acceptera pas. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, le modèle est très binaire. Si vous prenez les œuvres culturelles aujourd'hui, par exemple, la bande dessinée franco-belge, vous allez avoir qu'une seule femme, parce qu'en fait, les personnages féminins, on estime qu'ils sont, vous voyez, la Schtroumpfette est toujours en train de chouiner, elle est insupportable, la Castafiore, elle est complètement hystérique, ou alors vous allez avoir après des modèles binaires. Vous voyez, dans James Bond, vous avez la gentille, la méchante. Vous prenez Torgal, la gentille, la méchante. Vous avez ce rapport toujours binaire, vous avez même tout le cinéma en fait de la nouvelle vague française, où vous avez la méchante et la gentille. Vous n'avez pas ça au Japon. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je vous prends l'exemple de Tomoe Gozen. Tomoe Gozen, c'est une contemporaine de Alliance d'Aquitaine. Elle arrive en fait dans un espace où le Japon n'est pas unifié. Elle est la sœur de l'aile de Yoshinaka qui veut unifier le Japon, comme tous les mecs de l'époque qui voulaient, à mon avis, unifier le Japon. Et du coup, avec lui, elle va grandir avec lui, elle va apprendre à monter à monter à cheval, à tirer à l'arc, à tirer à la lance. Et en fait, ils vont partir ensemble tous les deux. Elle est donc, ils s'aiment passionnément tous les deux. Et donc, du coup, elle va sortir de ce rôle traditionnel qui aurait été de rester chez elle avec les enfants, tout ça. Elle va l'accompagner dans son rêve d'unifier le Japon. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va gérer une armée de 5000 personnes.
Ça vous paraît peut-être peu, mais 5000 personnes au XIIe siècle, c'est énorme en fait. Et elle va avoir des techniques de stratégie, parce qu'on la voit comme une samouraï, quelqu'un qui se bat, mais c'était une stratège militaire. Donc à l'époque, on se dit, mais la stratégie militaire, c'est pas vrai. La stratégie militaire était souvent en fait l'apanage des femmes en fait dans le Japon médiéval et la Chine médiévale. Et en fait, elle était là en train de gérer, elle a eu des techniques de bataille qu'on peut retrouver chez Hannibal Barca, 10 siècles plus tôt, enfin plusieurs siècles avant, pardon, je me perds. Elle a des mêmes techniques, c'est-à-dire qu'elle notamment, elle avait fait fuir toutes les armées avec de la tourbe sur les oreilles des taureaux, qu'elle avait fait partir dans la nuit avec des flammes et tout ça, donc elle a fait terroriser toute la région. Et donc ils arrivent à peu près à unifier le Japon, et là, bam, ils se mettent à perdre bataille sur bataille, et elle s'enfuit, et on ne la retrouve plus. En fait, il lui dit sur le champ de bataille, je vais mourir, je te demande de partir maintenant, je ne veux pas que tu me vois mourir. Et donc l'obéissance étant une vertu, elle décide de partir, donc le cœur brisé, mais elle part du champ de bataille. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est la première d'une série de centaines et de centaines et de centaines de femmes guerrières que l'on raconte dans les manuels scolaires aujourd'hui, que l'on raconte dans le théâtre itinérant. C'est-à-dire que le Japon, vous le savez, a une culture du théâtre itinérant, de la musique. Vous avez énormément en fait de choses qui ont été supprimées aux femmes, notamment vous avez tout un art en fait du chant et du théâtre, notamment le kabuki, qui a été supprimé des femmes qui l'avaient créé. Mais là, en l'occurrence, le théâtre raconte quand même des histoires de femmes qui ont fait des choses incroyables. Et donc, ce théâtre itinérant, depuis des siècles, fait le tour du Japon et raconte les histoires de grandes guerrières qui ont fait des choses, qui ont unifié le Japon, qui ont sauvé leur mari, qui l'ont accompagné dans la bataille, qui ont pris la régence en fait des régions, voire du Japon, pour protéger leurs enfants, qui ont joué le rôle des nourrices des empereurs et qui les ont sauvés par une porte dérobée en partant à cheval avec une lance, de celles qui ont appris les armes et ont pris les armures pour venger leur père, pour unifier. Tout ça, en fait, c'est quoi? Ce sont des histoires, en fait, où les femmes, en effet, sortent de leur rôle traditionnel qui a été, là encore, imposé par la religion. Comme par hasard, on remarquera quand même que toujours la religion ne veut pas qu'on ait le savoir et que derrière, en plus, en fait, en disant le savoir, ça vous empêche un peu d'avoir des enfants, mesdames. Donc, du coup, on se rend compte que l'influence de la religion aurait pu donc bloquer les femmes chez elles, mais qu'en fait, elles ne sont pas bloquées chez elles. Pourquoi? Parce que les femmes guerrières sortent de leur rôle traditionnel de femme, de mère, d'épouse, mais cette fois-ci par piété filiale, par amour du pays, par amour du conjoint pour protéger les enfants. Et que donc, du coup, cette capacité à fédérer des armées, à fédérer tout court, cette fidélité, cet amour du pays sont des valeurs qui sont aujourd'hui transmises dans les écoles. On raconte ça aux enfants, c'est dans les manuels scolaires, c'est tous les matins quand ils sont en garde à vous pour le salut quand ils arrivent à l'école. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des dizaines de noms de femmes qui irriguent les manuels scolaires, le théâtre traditionnel, et que vous allez retrouver ensuite dans l'industrie culturelle comme le manga. Et dans le manga, contrairement à la culture franco-belge, vous allez retrouver des dizaines de formes de femmes, en fait, de caractères. C'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir un rapport assez binaire, en fait, aux femmes. Vous allez avoir la gentille et la méchante. Alors qu'au Japon, vous allez avoir plein de choses différentes. Vous allez avoir une incroyable diversité, une palette, en fait, de présence qui va améliorer, en fait, qui va être un plus grand barrage contre l'invisibilisation des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, il y a beaucoup plus de musées, beaucoup plus de présence des femmes dans l'espace public. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Hein. Quand on aime bien raconter souvent que le Japon, c'est très machiste et que la condition de la femme n'est pas terrible. C'est vrai, de toute façon, c'est vrai partout. Donc, du coup, concrètement, c'est pas terrible. Mais en fait, l'importance que ça a, c'est qu'en fait, comme on ne minimise pas et qu'on ne discrédite pas la femme de pouvoir, du coup, ça va avoir un impact. Par exemple, les femmes au pouvoir aujourd'hui au Japon, elles sont moins nombreuses que chez nous, mais elles sont là depuis plus longtemps. Et concrètement, elles sont là depuis plus longtemps, mais quand elles se font insulter, notamment dans un débat télévisé ou à l'Assemblée, il y a des excuses publiques qui sont faites. Parce qu'on ne minimise pas les femmes de pouvoir en les renvoyant au fait qu'elles sont incompétentes, en les sexualisant et en disant qu'elles sont tyranniques. Ça n'existe pas au Japon. Et donc, un autre mécanisme aussi de lutte contre l'invisibilisation qui a été mis en place par les femmes de lettres, et cette fois pas par les guerrières au Japon, c'est en fait cette capacité qu'ont eu les femmes. Je vous le dis tout à l'heure, il y a eu ce renversement du pouvoir qui a été partagé jusqu'au 8e siècle. Et en fait, là, à ce moment-là, on a arrêté d'éduquer les femmes de la même manière. Et notamment, on arrête de leur apporter les caractères chinois. Parce qu'en fait, jusqu'au 10e siècle, vous n'avez que les caractères chinois qui vous permettent d'écrire, de composer de la poésie, d'écrire des ouvrages. Et en fait, les jeunes femmes donc, de l'époque, donc du coup du 10e siècle,
En fait, elles étaient à la cour, donc à l'époque Heian, et elles ne pouvaient pas en fait participer au concours de poésie. Alors, entre nous, ils avaient l'air d'être un peu oisifs dans ces cours impériales au Xe siècle, parce que en fait, leur but c'était l'impermanence des choses, faire des jardins, faire de la poésie. Et en fait, les hommes, eux, ils avaient le droit en fait, notamment d'écrire, de composer, d'écrire des histoires, d'écrire des romans, et les femmes n'avaient pas le droit. Normalement, on leur avait retiré l'écriture. Et en fait, ça les gonflait parce qu'elles voulaient quand même en fait composer de la poésie, elles voulaient quand même participer. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, elles ont à ce moment-là créé leur propre alphabet. Elles se sont dit, OK, on ne peut pas écrire l'alphabet chinois, donc on va écrire notre propre alphabet. Et elles ont créé le hiragana, qui est aujourd'hui l'alphabet, sur les 4 alphabets du Japon, l'alphabet le plus utilisé. Aujourd'hui, c'est celui notamment, c'est l'alphabet phonétique qui est utilisé sur tous les téléphones portables. Et en fait, elles ont fait ça parce qu'en fait, elles étaient obligées, elles l'ont créé à l'oreille, en fait, en se disant, on va quand même écrire des livres, et ça leur a permis notamment d'écrire le premier roman psychologique du monde, et c'est notamment le cas de Murasaki Shikibu, qui a écrit le premier roman psychologique du monde, le Genji Monogatari. Et en fait, c'est une manière absolument incroyable, en fait, les deux, donc Seishonagon comme Murasaki Shikibu. Seishonagon, c'est elle s'est rebellée. À l'époque, elle a dit non, vous m'interdisez d'apprendre l'alphabet et d'aller à l'école. Elle était un peu comme Alexandra David tout à l'heure, elle a dit rien à faire, moi j'apprends, je lis quand même les textes de mecs qui disent que j'ai pas le droit d'apprendre, mais j'apprends quand même, et je fais des écrits, et je les cite pour bien montrer que je les ai appris, parce qu'elle est tous vous voir ailleurs. Mais concrètement, Murasaki Shikibu, elle était là en train de dire « Ah, moi, je ne suis qu'une fleur, je suis un jeune gremlin, je suis là. » Elle était là en train un peu de se pavaner en disant « Moi, je fais semblant de ne pas savoir », même si elle savait, à mon avis, très fortement. Je n'étais pas là, mais elle avait l'air de savoir. Et concrètement, elle a écrit un des plus gros ouvrages, un ouvrage magnifique sur la vie de cour à l'époque de plus de 1000 pages, qui permet en fait aujourd'hui, c'est le livre qui est appris en fait par les jeunes lycéens au Japon aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, en luttant contre cet invisibilisme, elles ont réussi, elles n'ont pas renoncé. Et donc du coup, ça leur a permis en fait de lutter contre cet oubli, ce processus en fait de disparition qui avait été mis en place en disant les femmes qui ont le pouvoir, là aussi, sont des méchantes, et donc du coup, il faut leur retirer le pouvoir et aussi le savoir. Et donc du coup, quelle est la morale de cette histoire? Donc au global, la morale de cette histoire sur l'invisibilisation et la diabolisation. C'est que concrètement, tous ces mécanismes qui font qu'à un moment, on essaie de retirer le pouvoir et le savoir à des femmes à un moment donné, parce qu'on estime qu'une femme, à un moment, a mal joué son rôle, a des répercussions, en fait, qui ne sont pas uniquement des répercussions qui vont avoir un impact dans le patrimoine. Elles vont avoir un impact au quotidien, dans la manière dont on va considérer l'actualité. Donc, on va considérer les interactions entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Et moi, j'interviens énormément dans les ateliers scolaires. J'interviens dans des salles de classe où il y a beaucoup de violence et beaucoup de harcèlement, et où, en fait, on apprend à déconstruire à un moment. Si on a dit que telle personne de la classe, telle jeune femme de la classe, on est en collège, on raconte qu'il lui est arrivé telle ou telle chose aux toilettes, qu'elle est allée voir tel garçon, on raconte que, vous voyez, toutes les histoires un peu qui veulent diaboliser, sexualiser notamment les jeunes femmes. On apprend aussi, il faut apprendre à déconstruire à un moment pourquoi est-ce qu'on parle, en fait, on renvoie une femme à son incompétence, à sa supposée tyrannie ou à son sexe, à sa sexualisation. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle l'a fait? Ou est-ce que c'est parce qu'à un moment, elle s'est arrogée une part de pouvoir que l'on aimerait bien s'approprier soi-même? Être la première de la classe, être la plus belle de la classe, le garçon que l'on aimerait bien avoir pour soi, les fringues qui vont bien, la capacité à être une bonne sportive. Et donc, du coup, c'est important de le considérer dès qu'on voit en fait ces mécanismes de discrédit s'installer dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, dans les salles de classe et dans l'espace de travail. Donc voilà, je vous laisse me poser des questions maintenant. En gros, donc là, j'avais prévu 1 heure en fait de discussion. Là, on y est. Donc sur les ressources, donc du coup, je vous invite donc à lire donc l'ouvrage donc Ni vu ni connu du collectif Georgette Sand, qui est donc sorti en pocket pour la modique somme de 7,50 € dans les meilleures librairies. Vous avez donc 75 mécanismes, 75 femmes donc que vous connaissez pas ou que vous connaissez mal, et on vous explique pourquoi en fait vous les connaissez si mal. Je vous invite aussi à aller sur le site qui est ici, le site Les Monumentales, qui a été en fait un projet que nous avons mené avec la ville de Paris, en fait, qui a donc la ville de Paris. Vous savez, à Paris, il y a le Panthéon, et en fait, dans le Panthéon, il y a très peu de femmes. Donc ça, c'est souvent quelque chose qui est critiqué. Et en fait, donc sur la place de Paris, donc sur la place du Panthéon, a été mis en place en fait de l'urbanisme inclusif, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands bancs qui ont permis en fait à plein de gens de s'installer dans l'espace public, alors qu'avant, il y avait essentiellement des voitures, et c'était beaucoup des hommes qui occupaient cette place. Et donc ils se sont dit, pour qu'il y ait plus de femmes, du coup, on va créer un espace avec moins de voitures, avec moins de motos et tout ça. Et donc ils ont mis des grands
flambants, des grandes installations en pierre. Et en fait, partout, ils ont gravé sur la place, pour l'instant, 200 noms. Et donc, du coup, j'ai rédigé, donc avec 2 autres historiennes du collectif Georgette Sand, puisqu'on a un collectif avec beaucoup d'historiennes. Avec deux autres historiennes, nous avons rédigé donc, le site Les Monumentales, donc 200 noms de femmes donc, que vous trouvez sur Internet pour apprendre chaque jour. Vous voyez, vous en prenez une par jour et à la fin, vous serez incollable sur le patrimoine mondial féminin. Et donc voilà, vous avez à côté les ressources sur en fait le travail que j'ai pu vous montrer aujourd'hui sur la diabolisation des femmes en France et au Japon. Donc du coup avec des travaux de l'université de Poitiers, de Nanterre, de Vincennes, mais aussi avec un travail des universités de Princeton et de Todai au Japon. Voilà, et ben c'était tout pour. Je vous enlève l'écran et me revoilà en grand format. Ben, merci beaucoup pour cet exposé. C'était très, très enrichissant. Bon, tant mieux. Très. Non, mais c'est très. Ouais. Alors, bon, par rapport à tout ce que vous venez de dire, l'invisibilité, en fait, comme vous disiez à la fin, il y a tout un travail à faire sur l'éducation, les manuels scolaires, Alors, juste là, je vous ouvre une petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez l'association Mnémosine? Oui, tout à fait. D'accord, parce que Julie Verlaine, la présidente, travaille aussi là-dessus. D'accord. Elle est en train de travailler justement sur les manuels scolaires et comment, elle est en train de faire un petit guide sur comment expliquer, comment instruire l'histoire des femmes, en fait. Donc, en fait, c'est un petit peu, voilà. Oui, on fait un peu la même chose là-dessus, hein. C'est-à-dire que nous, notre livre fait qu'on est assez visible parce qu'on a voulu moderniser en permanence, renvoyer par exemple, quand on parle de George Sand, moi je cite Beyoncé en disant c'était une influenceuse, vous voyez. Et en fait, on a ce travail de modernisation dans notre travail pour le faire comprendre aux enfants d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on est allé, par exemple, à la Commission nationale des programmes ou à l'Élysée pour présenter en fait notre projet en leur disant c'est pas normal que dans les manuels scolaires il y a des erreurs, des vraies erreurs en fait. On attribue à des hommes un travail qui a été fait par des femmes, notamment Hypatie ou Rosalind Franklin. Et ben en fait on se retrouve un peu bloqué. Donc ce travail-là de Mnémosine est super parce que c'est vrai que actuellement la Commission nationale des programmes n'est pas forcément dans l'écoute que l'on aimerait avoir de ce travail-là. Donc les évolutions elles sont lentes. On y arrivera bien sûr à avoir un récit de l'histoire un peu plus inclusif, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un chemin. C'est pareil, ça me fait penser, en fait, votre travail que vous faites avec l'association me fait penser également à une autre association, mais ça, c'est sur Lyon, sur Si, les femmes existent. Oui, tout à fait. Oui, avec Anne Bauer. Oui. Elle a fait beaucoup de travail sur le matrimonial. Oui, tout à fait, sur le matrimoine. Non, mais en fait, vous avez pas mal d'initiatives qui ont été mises en place. Il y a le collectif HF sur la place des femmes dans la musique. Vous avez Si, les femmes existent. Vous avez Mnémosine. En fait, vous avez plein d'autres. Et là, j'ai l'impression d'être une ingrate en m'en rappelant pas, parce qu'en fait, il y en a d'autres. Mais vous avez aussi, par exemple, au comité scientifique de la ville de Paris, on a notamment Femmes et Sciences, vous voyez, qui fait un formidable travail de valorisation des femmes dans les sciences et qui montre, qui, en rappelant en fait ce qu'elles ont pu faire par le passé, dit, mais vous voyez bien que donc du coup, c'est pas juste une histoire de mec, la science, c'est pour tout le monde, c'est pour les filles et les garçons. C'est pareil, il y a ici une association, donc ça, elle n'est pas très connue, l'Histoire par les femmes, qui a fait plein de posters, qui a fait plein de... Si, mais on les connaît aussi. Elles ont fait une super... D'ailleurs, c'est un très chouette site. Elles ont un très bon site avec des cartes. Il est très bien ce site. Tout à fait. À un moment donné, moi j'ai tous leurs PDF. D'ailleurs, on a monté une exposition avec tous leurs. C'est vrai que les cartes sont très très belles. C'est un sacré boulot. Enfin, leur site est magnifique. Leur site est très très bien. Oui, tout à fait. Donc en fait, juste par rapport à revenir, donc on va revenir sur le PowerPoint que vous avez passé, si vous me permettez. Donc en fait, vous disiez beaucoup. Donc je reviens par rapport à la sœur de Mozart, je reviens par rapport à Marie Curie aussi, et puis à Alexandra David-Néel. En fait, c'est vrai qu'il faut replacer aussi la femme, je veux dire, la place de la femme dans son contexte à cette époque-là. Mais en fait, à vous entendre, j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, ces femmes, notamment Marie Curie et Alexandra David-Néel, leur valorisation s'est passée par un homme, en fait. Marie Curie, c'est grâce à son mari. Alexandra David-Néel, c'est grâce à Arthur, son fils adoptif. En fait, s'il n'y avait pas eu l'homme, elle serait aussi aux oubliettes comme certaines.
Alors, c'est vrai que là, ce qui est important à comprendre dans la mémoire et dans en fait, cette disparition de la mémoire, c'est qu'à la fois, en effet, on a fait disparaître les femmes, notamment comme collectif, comme si le collectif féminin n'existait pas. Or, les femmes ont eu une émulation collective, se sont encouragées. Vous prenez Élisabeth Vigée-Lebrun au XVIIIe siècle, elles s'encourageaient entre femmes peintres, elles étaient plusieurs peintresses à l'époque, et elles s'encourageaient mutuellement. C'est vrai que malheureusement, sur ce travail-là, à partir du moment où le savoir et notamment le récit de l'histoire est approprié par certains, notamment par les hommes en tant que groupe, il y a un moment, on est tributaire aussi du consentement de l'environnement pour en fait nous encourager. Et alors en fait, là où c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une vraie diversité dans les profils qu'on a voulu prendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu prendre que des femmes qui n'en faisaient qu'à leur tête. Vous voyez, on n'a pas voulu prendre juste Aliénor d'Aquitaine ou Alexandra Davinel. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, c'est des femmes, en fait, on leur a dit non toute leur vie et elles ont dit, mais j'en ai rien à faire. Et moi, je trouve ça génial. Moi, elles m'éclatent, ces personnes-là. Mais en fait, moi, j'ai aimé aussi toutes ces femmes qui ont été tributaires de leur époque et à qui, en fait, leur père leur a dit non, elles ont obéi parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. C'était très difficile de faire autrement et c'était compliqué d'être contre la société, contre l'État, contre l'Église, contre la famille, contre le conjoint. Finalement, c'était compliqué, c'était normal de lâcher prise. On ne peut pas, en fait, juste mettre en avant des profils de femmes qui s'en sont sorties. Par contre, moi, je trouve que c'est important aussi de dire, il y a un moment, le rôle des hommes, il a été fondamental dans la mémoire qui a été faite, et le rôle des pères, notamment, il a été fondamental dans l'éducation. C'est-à-dire qu'une femme comme Hypatie, Théon d'Alexandrie, donc son père, était mathématicien comme elle, il a décidé d'en faire un être humain parfait. C'est-à-dire qu'il a vu arriver une fille, il s'est pas dit, ouh, c'est une fille, je vais lui apprendre l'aiguille. Hein. Il s'est dit, ouh, j'ai un enfant, je vais lui apprendre à être un être humain parfait. Il lui a payé des études, il l'a envoyé en Grèce, et en fait, il lui a tout donné en fait pour qu'elle soit en fait un être parfait intellectuellement et humainement. Et en fait, il y a énormément dans notre ouvrage, il y a énormément de personnes. Alénire d'Aquitaine elle a été élevée par son père. Hein. Son père lui a dit, ma fille, tu vas régner. Je t'apprends à tout faire. Je t'apprends à régner. Je t'apprends à rédiger. Je t'apprends toutes ces techniques. Et en fait, c'est important, c'est vraiment important de comprendre que l'entourage a un rôle fondamental dans l'éducation, notamment dans les encouragements les premières années. C'est-à-dire que les pères ont un rôle et en fait, nous aujourd'hui, quand on va en salle de classe et que notamment on voit arriver des jeunes femmes, des adolescentes qui sont jeunes, qui ont l'air dynamiques, qui n'ont pas la langue dans leur poche et on se dit mais celles-là, elles sont débrouillardes, il faudrait qu'elles s'en sortent et tout ça. Et elles nous disent ah bah oui, moi j'ai été pris à Sciences Po, mais mon père il veut pas, il dit que les filles doivent pas faire d'études. On est en 2020, il y a des personnes, 2021 pardon, et il y a des personnes qui disent encore ça à leur fille, ma fille, c'est pas un endroit pour toi. Parce qu'il y a trop de garçons que c'est dangereux, parce que de toute façon, ton rôle, c'est de te marier. Et en fait, on se retrouve dans cette situation-là encore aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est que c'est les hommes, en fait, qu'il faut éduquer aussi. Oui. C'est en fait, moi, toutes ces conférences qu'on fait, bon, à part en atelier scolaire, souvent quand on fait des ateliers, c'est des hommes, c'est pas des hommes qui viennent écouter ces conférences-là. C'est à 95% des femmes qui viennent écouter ces trucs-là. Pourtant, c'est eux qui devraient écouter l'importance qu'ils ont dans l'encouragement qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Parce qu'en fait, un enfant, il peut être, voilà, un peu avec des cornes en train de se dire, mais moi, j'irai envers et contre tout, comme notre amie Alexandra Davinel. Mais concrètement, pour plein d'enfants, le premier regard, la première approbation, elle vient des parents. C'est eux qui doivent vous encourager, c'est eux qui doivent vous dire vas-y, si tu veux le faire, tu y vas. Et donc, en fait, si à un moment, s'il y a une gamine qui en 6e dit qu'elle aime la chimie, il faut pas lui dire mais ça, c'est un truc de garçon. S'il y a une gamine qui aime bien les roues et les automobiles, on l'emmène au quad, on lui dit pas mais ma fille, toi, tu préfères faire la danse. C'est ça, en fait, c'est fondamental encore aujourd'hui. Et le rôle des pères, il est aussi fondamental que le rôle des mères. Et on oublie souvent dans l'éducation des filles que les pères aussi sont importants dans l'encouragement qu'ils donnent. Mais les conférences que vous donnez, quand vous parlez de milieu scolaire, vous les donnez à des élèves ou aux parents? Parce qu'en fait, la clé, je me doute de votre réponse, mais la clé, c'est quand même les parents dans l'éducation. Et comme vous dites, parce que si ce sont que les élèves, je dirais, elles auront beau dire, ah bah oui, moi je veux faire. C'est comme vous dites, si les parents, et notamment le père, qui est toujours plus présent, enfin, on l'écoute plus que la mère, même en 2021, excusez-moi. Oui, oui, non, mais c'est vrai, malheureusement. Ben, en fait, si les pères, enfin, les parents n'écoutent pas, enfin, n'entendent pas ce que vous dites, oui. Alors,
Alors, c'est en effet, vous avez raison. En fait, en général, on commence, c'est souvent des enseignants et des enseignantes qui nous appellent pour venir intervenir en classe. Ça se passe en général très bien. Ce sont des moments absolument incroyables. Et en fait, en général, on est récupéré à la sortie par le directeur ou la directrice qui nous dit, bon, bah, maintenant, vous venez pour tous les niveaux de classe. Là, on reste pas juste avec les 5e. On fait tous les niveaux du collège. Et on va aussi faire les rencontres avec les parents d'élèves. On va convoquer les parents d'élèves et vous leur faites cette conférence, vous leur faites travailler sur les stéréotypes. Parce que là, j'ai plus parlé donc du coup de Alliance d'Aquitaine et de Tom Wegesen, mais concrètement, en fait, vraiment faire un travail sur les stéréotypes que ça implique et en fait, comment on les retrouve aujourd'hui dans les interactions de leurs enfants entre eux et comment en fait ils doivent en fait travailler à les limiter, notamment tout ce qui est diabolisation, donc tout ce qui est slut shaming en fait. Bon, j'aime pas utiliser ce mot en anglais, mais le côté en humiliation et en fait renvoi au corps des jeunes filles, le cyberharcèlement et en fait tout ça en fait c'est des choses qu'on aurait dû faire en 2020 évidemment qui ont été un peu arrêtées dans le centre, notamment en région Bretagne, mais aussi en région centre. C'était des choses, des programmes qu'on devait faire et aussi dans dans les Pyrénées-Orientales aussi. On avait un programme qui était qu'on espérait un peu lancer, où normalement on devait aller voir les parents d'élèves et leur dire, bon maintenant les gars, vous participez aussi à l'éducation de vos enfants. D'accord. Donc tout à l'heure, on a parlé donc d'Aliénor d'Aquitaine, mais c'était le cas aussi d'Anne de Bretagne, pour citer qu'elle, quoi. Excusez-moi, j'aurais dû parler d'Anne de Bretagne. Parce que ça me fait penser à ça, c'est tout, quoi. Mais on parlait tout à l'heure, donc vous parliez surtout de l'invisibilisation, enfin l'invisibilité des femmes, mais c'est Séverine Auffray aussi qui a fait elle a écrit un super bouquin, c'est aussi sa thématique de conférence. Pourquoi, enfin, Séverine Auffray, l'historienne, qui a fait qui a fait surtout un ouvrage sur justement pourquoi c'est les raisons de l'oubli par rapport à ces femmes. Et Sophie Desgadeaux aussi qui a repris un petit peu, qui a écrit un bouquin et c'est une sculptrice. Il s'agit d'une femme sculpteur. Oui, sculptrice, oui. Voilà, sculptrice, qui a repris en fait qui a mis en évidence en fait via des bustes ces femmes qui ont été oubliées aussi, qui fait des oui. Tout à fait. Des initiatives comme ça, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Vous voyez arriver aussi dans la littérature enfantine de plus en plus d'ouvrages qui racontent la vie. C'est-à-dire que moi, concrètement, en Aquitaine, avant de vous en parler aujourd'hui, moi, ça a été un de mes amours d'enfance. Hein. J'ai eu un poche en CM1 sur en fait Alliance d'Aquitaine. Et puis comme j'étais à fond, je me disais, ah, elle est incroyable. Ma mère m'a filé Régine Pernoud, moi j'étais en CM2. Hein. Et bon, ça c'était l'avantage aussi d'avoir une mère féministe. Donc du coup, j'avais Régine Pernoud et toutes les reines de France et les Frédégonde et les Brunehaut à la maison, et le Georges Duby. Enfin bon. Et en fait, c'est vrai que c'est ça. Là aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'ouvrages qui racontent la vie des femmes peintres, les peintresses, les doctoresses, là par exemple là sur les dernières images que j'avais, donc les femmes guerrières, donc l'Aliénor, les musiciennes, les femmes samouraïs. Vous avez énormément d'initiatives aujourd'hui qui valorisent la place des femmes qui devrait leur être rendue. Et c'est merveilleux, hein, toute cette... on a l'impression qu'on a fait le tour et en fait, on n'a jamais fait le tour. À chaque fois, en permanence, au quotidien, on nous sort des musiciennes qu'on ne connaît pas. Moi, j'en apprends tous les jours. Moi, j'ai découvert notamment cette musicienne, notamment quand on faisait ce travail-là. C'était Hélène de Montgeroux. Je ne sais pas si vous voyez Hélène de Montgeroux. C'est incroyable en fait. Du coup, on écoutait en fait en écrivant l'ouvrage et en fait, on se disait mais c'est quand même incroyable. Elle est entre Bach et Chopin, mais plus vers Chopin que vers Bach. On la connaît pas. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, moi, j'ai une amie pianiste, d'ailleurs, qui fait des tournées en fait sur toute la côte atlantique, je crois. Et en fait, la dernière fois, on en a parlé. Elle m'a dit mais ça y est, je me suis mise à Hélène de Montgeroux, Louise Farinck, toutes ces compositrices dont on ne parlait pas. Maintenant, ça y est, je me mets à les jouer. Et en fait, ça y est, les femmes sortent du bois, et notamment les musiciennes. Moi, je trouve ça incroyable. Les concerts, en fait, de se dire que bientôt, on aura des concerts où on va jouer des œuvres faites par des musiciennes et compositrices. Moi, mon rêve, en fait, un de mes objectifs avec Georgette Sand, enfin, c'est mon objectif personnel, hein, c'est pas celui des autres, mais c'est d'avoir un jour la Esmeralda de Louise Bertin à l'Opéra de Paris. Parce que c'était pareil, en voilà une qui s'est fait, dont on a dit que le livret, donc elle était copine avec Victor Hugo, et en voilà une dont on dit que le livret, en fait, n'était pas d'elle, mais de Victor Hugo, enfin la composition n'était pas d'elle, mais de Berlioz, et que de toute façon, une femme qui plus est dotée d'un handicap ne peut pas composer un opéra. Donc du coup, on l'a attribué à Berlioz. Donc je vais revenir à la différence Japon-France. Donc tout à l'heure, vous disiez comme ça que les femmes, elles étaient instruites. C'est ce que j'ai eu l'impression, qu'elles sont plus instruites en Japon qu'en France. Et pourquoi cette différence, en fait? Alors, moi, je l'introduis concrètement.
je l'identifie à la culture religieuse, c'est-à-dire que dans les cultures religieuses qu'on a pu avoir en Asie par rapport à l'Europe, on était dans une culture différentielle, donc on a créé une valence différentialiste, d'accord, en appropriant, en disant à un moment qu'il fallait que les hommes s'approprient le savoir et le pouvoir parce qu'ils étaient plus aptes. Seulement, il n'y a pas eu le même rapport, en fait, au fait de sortir, en fait, de ce rôle traditionnel. C'est-à-dire que les rôles traditionnels étaient ancrés là-bas. Les hommes et les femmes avaient des rôles assez marqués qui étaient assez similaires. Mais quand même, quand les femmes sortaient de leur rôle traditionnel au Japon, on leur en voulait moins qu'en France. Et ça, moi, je l'attribue au fait que, concrètement, la culture, notamment ce péché originel qu'on a fait, a créé une vraie binarité, un vrai rapport vraiment binaire qui a créé le noir et blanc dans la structuration en fait du rapport aux femmes et au fait qu'elles puissent sortir en fait de leur rôle traditionnel. Si vous prenez les femmes en fait de pouvoir en France, elles sont sorties de leur rôle traditionnel, donc on les déteste, donc elles étaient sanguinaires, machin. Si vous prenez les femmes de pouvoir au Japon, elles étaient pas sanguinaires, elles n'étaient pas despotes, elles ont fait ça pour des raisons nobles, et donc du coup on les encense. Et ça clairement, pour moi, ça prend ses fondements dans la structure vraiment binaire qu'on va avoir dans le péché originel, dans cette construction culturelle, ces valeurs en fait qui à un moment disent en fait une femme en fait qui cherche en fait notamment Ève qui a essayé en fait d'atteindre d'accéder à la connaissance et qui est sortie de ce rôle traditionnel concrètement et ben en fait elle aurait pas dû parce qu'en fait en faisant ça elle nous a tous maudits et on est tous tombés, c'est à cause de ça qu'on accouche dans la souffrance, c'est à cause de ça en fait qu'on se retrouve dans le malheur et on doit tous expier pour ça. Et en fait, il faut vraiment pas sous-estimer cette importance en fait du modèle, en fait, de ce schéma binaire sur la femme qui est dans son rôle traditionnel. Elle le fait pour des bonnes raisons, c'est normal. Elle maintient l'ordre social, elle est au bon endroit, elle est à sa place. La femme qui sort de ce rôle-là, elle le fait pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est le modèle occidental. Et donc, dès qu'une femme, en fait, sort de son rôle traditionnel, qui est d'être aimante, gentille, douce, souriante, derrière son mari, juste derrière, hein, pas à côté, pas devant, dès qu'elle n'est pas dans ce rôle parfait de mère parfaite, parce qu'il faut être en plus une mère parfaite, épouse parfaite, mère parfaite, mon Dieu que c'est fatigant. Et en fait, dès qu'elle n'est pas dans ce rôle-là, on voit arriver la figure de la sorcière, la figure de la marâtre, la figure de la reine de sang, la figure de la femme, voilà, de la femme de pouvoir, donc de la reine noire, la reine de sang. Et concrètement, aujourd'hui, il y a très peu de choses en fait qui différencient les femmes de pouvoir en fait en 2021 en politique, la manière dont on les traite, de la manière dont on traitait les reines de France ou les reines d'ailleurs régionales au Moyen-Âge. Concrètement, on est dans ce même rapport où elles sont démoniaques, on les voit, elles sont monstrueuses, on les décrit, elles sont horribles. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur Twitter quand on parle d'une femme de pouvoir? On va tout de suite critiquer ses cheveux, son visage, son maquillage, ses fringues, sa taille de poitrine. Et en fait, on arrive vraiment sur ce discours où on explique qu'en fait, une femme au pouvoir est forcément un être monstrueux. Oui, non, mais par rapport à ces femmes-là qui ont quand même, qui se sont fait des noms, là je parle de la France, les femmes, donc vous en avez nommé, on peut en nommer d'autres. Est-ce qu'on a fait une sociologie de ces femmes ou géographique, c'est-à-dire est-ce qu'elles viennent d'une classe sociale assez, je veux dire, bourgeoise entre guillemets, qui leur a, ou là où il y a une éducation, est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'elles viennent plutôt de l'urbain par rapport à la zone rurale de l'époque? Est-ce qu'on a croisé un petit peu tout ça pour alors, j'allais dire un modèle, c'est pas un modèle, mais oui, en fait, oui, il y aura une sorte de typologie. Alors, c'est sûr voilà. que on va avoir dans notamment tout le travail historiographique, on va avoir davantage en fait de retours sur notamment les reines de France, le royaume entier ou les reines régionales. C'est sûr qu'on a plus d'éléments sur Frédégonde et Brunehaut, qui étaient reines de leur royaume franc, que sur les femmes du peuple de cette époque-là. Malheureusement, pour étudier leur vie à elles, à ces femmes du peuple qu'on ne connaît pas, en fait, il faut étudier l'archéologie. C'est là en fait qu'on est dans une vraie limite parfois, mais n'empêche que c'est par le biais de l'archéologie qu'on va se rendre compte aussi qu'il y a des communautés de femmes. Qu'il y a des communautés de femmes qui vivent et qui travaillent, qu'on peut identifier ce travail qui va être fait sur les plantes, que les femmes en fait et c'est là aussi qu'on va identifier qu'il y a des périodes en fait de l'histoire où tout va bien entre guillemets, où les femmes en fait peuvent transmettre le savoir, partager le savoir, le vendre, enfin typiquement jusqu'au XIIIe siècle. Les femmes, vous avez, elles vendent leurs herbes, elles vous soignent, il n'y a pas de problème. C'est avec l'essor des universités qu'on va voir arriver la baisse en fait de l'influence de ces femmes-là et l'essor aussi des monastères
qu'on va voir arriver cette baisse, parce que les femmes, en fait, au départ, ne sont pas constituées en fait en monastère. Il n'y a pas vraiment de couvent, il n'y a pas vraiment de confrérie religieuse qui soit gérée par des femmes. À partir du moment où elles le font, on va les jumeler avec les monastères masculins. Et en fait, quand on va se rendre compte parfois que les métairies des femmes, elles marchent mieux, bah, du coup, elles vont se faire approprier et elles vont se faire dégager. Et souvent, c'est les premières à se faire cramer en cas de peste ou en cas de sorcellerie. Et pareil pour les sorcières, entre guillemets, qui étaient des femmes qui avaient le savoir, qui vivaient souvent seules ou en communauté de femmes. Alors, on ne savait pas si elles étaient seules ou en couple, mais en tout cas, elles étaient en communauté de femmes, donc pas mariées, au choquant. Même si au final, au Moyen-Âge, on se rend bien compte aussi, ce qui est important, c'est de voir aussi que même dans la... Donc, pardon, je finis ma phrase, ma boucle. C'est vrai qu'avec les femmes, en fait... de pouvoir, notamment qu'il y avait une autorité royale, un duché, un évêché, enfin un évêché, moi, pardon, un duché, une couronne, évidemment, on a plus de traces. Et on se rend compte, oui, on voit l'importance en fait de l'éducation, notamment le rôle des parents, parce que bon, les parents peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec quelqu'un qui est un mollusque, mais bon, les parents qui encouragent, qui voient à un moment l'arrivée de quelqu'un qui a un potentiel. Mais on va le voir aussi dans, en fait, les gens, dans la culture populaire, avec les guildes. Vous avez des guildes très, très fortes de commerçants pendant tout le Moyen-Âge, où vous avez une voix par âtre. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas un couple c'est pas l'homme qui gère en fait le boulanger ou le commerce de tissu. En fait, c'est pas l'homme qui décide, c'est le couple. En fait, on se retrouve quand même dans cette unité où vous avez une voix par âtre. C'est-à-dire qu'en général, c'est quand même un peu traditionnellement le mari qui gère, hein, on va pas se mentir. Mais concrètement, le jour où le boulanger il meurt parce qu'il a fait un arrêt cardiaque, parce qu'il s'est fait renverser par un chariot, concrètement, c'est sa femme qui prend sa place. Et les femmes peuvent parfaitement diriger les guildes. Elles peuvent prendre la voix et en fait, on ne va pas questionner leur légitimité. Donc en fait, ça existe à partir du moment où les femmes sont puissantes, qu'elles ont un sens du commerce, il y a un moment où on ne va pas le leur enlever. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que les femmes ont découvert le travail au XXe siècle. En fait, qu'avant, on n'a pas travaillé, qu'on était là en train de faire de la couture pendant des siècles. C'est pas vrai, les femmes ont toujours travaillé avec leurs conjoints. C'est comme les chantiers sur les cathédrales. On parle tout le temps de tous ces grands chantiers, de toutes ces grandes églises immenses et magnifiques qu'il y a partout. Mais il y avait des familles entières, vous pensez bien, pendant des décennies, ils travaillaient sur des projets. Ils n'allaient pas laisser la mère et les enfants ailleurs. Et en fait, elle faisait le mortier, elle faisait les vitres, elle faisait tout le travail autre. Alors, c'était pas forcément celle qui découpait les pierres, ça c'est vrai, mais concrètement, elles travaillaient comme les autres sur les chantiers et elles étaient payées pour ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, à toutes les échelles de la société, il y avait des femmes qui travaillaient. Alors après, des destins, voilà, comme cela, c'est comme aujourd'hui, en fait, des destins, des trajectoires incroyables en 2021. Ça va plutôt être des grandes femmes chefs d'État, ça va être des grandes femmes chefs d'entreprise, ça va être des grandes actrices. C'est elles qu'on retient entre guillemets, mais en fait, des femmes puissantes, en fait, qui s'en laissent pas compter. Aujourd'hui, il y en a plein. À tous les étages dans votre département, c'est sans doute vous, à votre échelle, dans votre mairie. Vous voyez, il y en a partout, en fait. Des femmes puissantes et qui s'encouragent toutes seules et qui s'encouragent par leur lecture, qui sont encouragées par leurs parents. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là qui menaient leur barque ont existé partout et pas uniquement, bien évidemment, dans les hautes sphères du pouvoir. D'accord. Bien. Écoutez, Ophélie, je vous remercie beaucoup de cet exposé. Hein? Merci de vous avoir prêté au jeu de cet échange par visio, parce que je sais très bien que ce n'est pas évident pour les uns comme pour les autres. Certains sont plus à l'aise que d'autres. Donc, je tiens vraiment à vous remercier de la part de la ville de Pontivy. Et vraiment, peut-être on va peut-être dire à bientôt. On sait jamais. On va dire à bientôt. Moi, l'année prochaine, moi, je reviens, il n'y a pas de souci, hein, en vrai. Okay. Mais je ne connais pas Pontivy, en plus, je ne connais pas. Donc, je suis ravie, en tout cas, pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était un plaisir de participer et ravie aussi si ça vous rend aussi service, en fait, d'animer aussi cette biennale numérique. C'est pas facile, je sais à quel point, puisque pour avoir travaillé avec Van aussi, à quel point les gens mettent beaucoup d'énergie, d'enthousiasme dans la préparation d'événements et à quel point c'est décevant de devoir tout passer en numérique. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on refait ça l'année prochaine. Moi, je viens sans problème en avril 2022. Ça a l'air sympa chez vous. Ça a l'air magnifique. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous pour la suite. À bientôt. Vous aussi, bon courage pour toutes vos conférences. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Je vous laisse couper. Oui, merci. Au revoir.